Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un véritable mode d'emploi stratégique conçu pour créer, structurer et développer une entreprise dans les territoires ultramarins français. On va se concentrer très précisément sur La Réunion et Mayotte. Et honnêtement, c'est un sujet absolument fascinant, car on se trouve à la croisée exacte entre des défis géographiques évidents et des opportunités économiques qui sont pour le coup littéralement massives. Pour s'en rendre compte, imaginons un instant des territoires situés à près de 10 000 km de l'Europe continentale. Forcément, cette immense distance crée un défi logistique monumental. Mais le plus fou, c'est que c'est exactement ce qui rend le marché si captivant. L'idée aujourd'hui, c'est de décoder tout ça pour comprendre comment bâtir des projets solides sous ces latitudes et surtout, comment transformer cet éloignement en un avantage compétitif redoutable. Au menu de ce décryptage, on va suivre une feuille de route bien précise. D'abord, on va poser le décor avec le paysage macroéconomique. Ensuite, on parlera de la structuration et des fameuses aides fiscales. Puis, cap sur les secteurs clés et les marchés publics. On verra aussi comment exploser sa croissance grâce à l'IA et au digital. Et enfin, on prendra de la hauteur avec la stratégie régionale dans l'océan Indien. Allez, c'est parti. Première étape, et pas des moindres, le paysage macroéconomique. Avant de poser la moindre brique, il faut absolument comprendre le terrain. Et là, on ne va pas se mentir, le contraste est juste saisissant entre ces deux territoires. D'un côté, on a La Réunion. C'est un marché mature, avec des infrastructures qui sont déjà bien établies et un pouvoir d'achat globalement très solide, même s'il reste freiné par un chômage structurel. Et de l'autre côté, on a Mayotte. Là, c'est une toute autre histoire. On part d'une croissance démographique extrêmement rapide et d'un PIB en pleine mutation. En fait, on oppose un marché développé mais un peu contraint à un marché totalement émergent, où les besoins fondamentaux sont tout simplement explosifs. Ce déséquilibre, il est crucial à comprendre, car il oblige à adopter des stratégies diamétralement opposées selon l'endroit où l'on s'implante. Mais au-delà de ces différences, il y a un trait commun énorme, un concept fondamental, la dépendance économique. Concrètement, ce sont des économies insulaires qui importent massivement pour fonctionner. Quand quasiment tous les biens de consommation doivent traverser des océans entiers pour arriver dans les rayons, eh bien, l'opportunité de produire sur place devient une évidence mathématique. Alors oui, à première vue, on pourrait se dire que cette dépendance crée des énormes vulnérabilités. Mais en réalité, c'est tout l'inverse pour un entrepreneur. Ça met un énorme coup de projecteur sur les trous dans la raquette. C'est exactement là que de nouvelles entreprises peuvent s'engouffrer. Produire localement pour remplacer ce qu'on apporte, c'est pas juste une bonne idée en l'air, c'est véritablement l'un des leviers de croissance les plus puissants qui soient. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, la structuration et les aides fiscales. C'est ici que l'ingénierie financière entre en jeu. Et c'est du sérieux. Il faut littéralement jongler avec différents leviers et maîtriser ces combinaisons, c'est totalement non négociable pour maximiser la rentabilité. On retrouve bien sûr la TVA spécifique au DOM, mais le vrai nerf de la guerre, c'est le FEDER, le Fonds européen de développement régional. C'est une vraie machine de guerre pour soutenir de très lourds investissements. À cela, on ajoute les budgets du plan France 2030 et les régimes d'exonération propres à Mayotte. Bref, tout l'art de la structuration, c'est de croiser intelligemment les aides régionales avec la défiscalisation. C'est le seul moyen d'absorber des besoins en fonds de roulement, souvent plombés par les délais de transport maritime. L'argent est sécurisé? Parfait. Passons à la troisième étape, les secteurs clés et les marchés publics. Alors, concrètement, où est-ce qu'on investit? Il y a des secteurs qui sont de véritables mines d'or, à condition de savoir s'y prendre. On pense d'abord au BTP, le bâtiment et les travaux publics, pour combler les immenses besoins en infrastructure. Mais il y a aussi le tourisme, la santé, sans oublier les énergies renouvelables et la logistique. Et bien sûr, la transition numérique et l'IA. Le potentiel est monstrueux dans tous ces domaines. Par contre, attention, pour que ça marche, il faut anticiper de grosses barrières à l'entrée. L'approvisionnement complexe et le recrutement de profils ultra qualifiés. Il faut un pilotage vraiment millimétré. Et pour capter la valeur sur ces secteurs, particulièrement du côté des marchés publics, il faut une méthode clinique. Pas de place pour l'improvisation. D'abord, il faut sourcer les opportunités business to government en continu. Ensuite, et c'est capital, il faut décortiquer le fameux DCE, le dossier de consultation des entreprises, pour comprendre exactement ce que veut l'acheteur public. La troisième étape, c'est de produire un mémoire technique absolument irréprochable. Et enfin, la botte secrète, le groupement solidaire ou la sous-traitance locale. S'allier avec des acteurs du coin, c'est la meilleure façon de cocher toutes les cases environnementales et sociales de l'État, tout en s'ancrant pour de bon dans le tissu économique. Quatrième point, et c'est un vrai changement de paradigme, la croissance par l'IA et le digital. Gagner des contrats locaux, c'est génial, mais comment on passe à la vitesse supérieure? C'est là qu'on se pose une question assez fascinante. Comment une PME, située sur une île isolée, peut-elle grandir à l'international sans se faire pulvériser par des coûts de structure ingérables? Parce que soyons clairs, à 10 000 km, le moindre recrutement ou le moindre déplacement professionnel coûte une fortune.
Eh bien, la réponse se trouve dans un arsenal technologique hybride. C'est un vrai game changer. On parle de coupler l'intelligence artificielle générative avec des outils d'automatisation qu'on appelle no-code, comme Zapier par exemple. Imaginons un instant, un agent IA qui gère le premier tri des CV pour les ressources humaines et qui répond en temps réel aux clients à l'autre bout de la planète en plein milieu de la nuit. Pendant ce temps, un système automatisé met à jour toute la comptabilité. En connectant tout ça, une boîte à La Réunion ou à Mayotte peut tourner avec l'efficacité et la puissance de feu d'une vraie multinationale. Soudainement, l'insularité n'est plus du tout un frein, c'est juste un détail géographique. Ce qui nous ouvre grand les portes de notre 5e et dernière partie, la stratégie régionale dans l'océan Indien. Il faut vraiment prendre de la hauteur et arrêter de voir ces territoires comme de simples terminus. Ce sont de véritables rampes de lancement. En s'implantant à La Réunion ou à Mayotte, on se crée un hub stratégique avec un pied en Europe tout en ayant un accès direct à des marchés émergents gigantesques. On parle de Madagascar, de l'île Maurice, de l'Afrique de l'Est avec le Kenya et la Tanzanie, ou même des routes commerciales vers Dubaï et la Chine. Et l'avantage ultime dans tout ça, c'est de faire du business dans cette zone tout en bénéficiant de la stabilité juridique et bancaire européenne. Pour les grands partenaires internationaux, c'est ultra rassurant et ça facilite énormément les transactions. Attention par contre, face à de telles ambitions, il y a un piège redoutable. L'erreur stratégique numéro 1, c'est de bâtir son entreprise sous perfusion constante d'aides publiques. Si on ne gère pas ses marges commerciales au cordeau et si on ne prévoit pas sa trésorerie de manière quasi obsessionnelle, surtout avec les aléas du fret maritime, eh bien, on va droit dans le mur. Les subventions, ça doit être un simple booster au décollage, pas un modèle économique. Sinon, à la première crise de liquidité, c'est terminé. Du coup, pour que la magie opère, il faut un timing de métronome. 30 jours pour le lancement et la structuration juridique. À 90 jours, le financement doit être bouclé. On consacre ensuite la première année à rafler des parts sur le marché local. Au bout de 3 ans, on intègre massivement l'IA pour faire chuter les coûts et automatiser à fond. Et enfin, le cap des 10 ans, c'est le déploiement international dans tout le bassin de l'océan Indien. C'est un plan d'action hyper rigoureux, clair et surtout extrêmement actionnable. En fin de compte, le but, c'est de voir grand. L'idée, c'est de s'appuyer sur des fondations solides pour faire le pont entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. C'est l'ambition de créer un groupe régional vraiment puissant. Alors, au vu de ce potentiel dingue, des technologies qu'on a aujourd'hui et de ce positionnement géostratégique unique, la vraie question qui se pose maintenant, c'est qui osera franchir le pas pour bâtir le prochain géant économique de l'océan Indien